Bonsoir à tous, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nuit de la science-fiction. Un plaisir de vous retrouver ici vendredi soir. Je voudrais quand même commencer par une information qui nous attriste ici au Festival Atmosphère et qui, je pense, attriste beaucoup de monde à travers la planète. Hubert Reeves nous a quittés cet après-midi. Il faisait partie de notre comité scientifique. C'était un ami du festival, un amoureux de la nature, un amoureux de la science, un amoureux de la transmission. Et nous avons une pensée pour lui, pour ses proches. Et je voudrais, parce que Hubert, toute sa vie, a célébré la vie, qu'on applaudisse Hubert Reeves et qu'on fasse du bruit pour lui, s'il vous plaît. Il nous a enseigné que nous sommes des poussières d'étoiles. Eh bien, il est parti rejoindre ces poussières et il est avec nous pour l'éternité. Merci Hubert. La nuit de la science-fiction. Voilà une nuit qui aurait pu lui plaire à Hubert, puisque c'est exactement le symbole de ce qu'est ce festival Atmosphère. On aime l'idée d'associer la culture et la science. Vous le savez, depuis maintenant 12 ans, nous en sommes à la 13e édition. Et ce soir, pour donc cette 13e édition, on s'est dit qu'on allait s'amuser. Et quand Pascal m'a demandé ce que j'avais envie de faire cette année, je lui ai dit on va faire une soirée pyjama. Voilà. Avec des potes. Et donc, je vois que vous êtes tous venus en pyjama, ça me rassure. Non, je ne vous vois pas, je suis ébloui, mais vous pouvez tout à fait dormir comme vous êtes habillés, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce soir, on va se faire plaisir avec des films cultes, des films de science-fiction que beaucoup n'ont vu que sur petit écran. Donc déjà, l'envie première, c'était de vivre une expérience visuelle tous ensemble avec 3 grands films cultes, 2001 l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick, puis Mad Max Fury Road, et puis nous finirons avec Matrix, les sœurs Wachowski, et entre-temps, Mars Express avant-première, avec l'équipe du film qui sera là. Le film passera aux alentours de minuit, et nous aurons la chance d'avoir le réalisateur et le scénariste présents avec nous. Et puis, pour passer cette soirée, eh bien, je ne serai pas seul, bien sûr, puisque la science est présente dans ce festival, mais également l'humour, le fun et l'amusement. Voici mes 2 acolytes de la soirée, Frédéric Ducarme, biologiste et philosophe, et Frédéric Sigrist, humorologiste, par exemple. Bonsoir messieurs. Frédéric Ducarme, Frédéric Sigrist. Je bafouille un peu parce que je suis un peu ému par les informations que j'ai annoncées, enfin ce que j'ai pu dire en début de soirée. Donc voilà, mais je vais me remettre et je suis très content d'être avec vous. Les 2 Fred, vous avez tous les 2 un amour immodéré pour la science-fiction et pour la pop culture. Fred présente, bien sûr, vous le savez, Blockbuster sur France Inter. Et puis Frédéric Ducarme est au Muséum national d'histoire naturelle et philosophe, biologiste, et il aime bien allier les deux, et spécialiste également de pop culture. Et il apporte de la philosophie dans le cinéma. Et d'ailleurs, c'est à toi en premier que je vais m'adresser, Fred Ducarme. Ça va être compliqué. La science-fiction, tu me dis, parle, et tu me l'as dit quand on a préparé, parle plus d'aujourd'hui, voire du passé, que du futur. Comment est-ce que tu peux démontrer cette affirmation? Alors, je ne vais pas le démontrer. Oui, je vais pas le démontrer par une opération scientifique, mais simplement que c'est de l'art, c'est pas de la science, la science-fiction malgré tout. Et l'art, il sert avant tout toujours de miroir aux sociétés qui se regardent. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce soir, on a un film qui s'appelle 2001. Vous avez à peu près tous vécu l'année 2001. Peut-être certains sont nés après ici. Oui, j'en vois au moins quelques-uns. Bon, vous verrez qu'on se souvient tous de l'année 2001. Ça ne ressemblait pas exactement à ce qu'on va voir là. Et ça qui est intéressant, c'est que le futur a toujours une projection, mais qui est un passé, qui est un fantasme du présent. Et là, on a plusieurs visions différentes de ce que pourraient être des futurs, avec des histoires de paradoxes temporels, d'ailleurs parfois, notamment dans Matrix, mais je ne spoile pas. Et donc, la question, c'est avant tout celle de quel miroir déformant on tend à une société pour qu'elle puisse se regarder d'un autre angle. Et c'est ça que permet la science-fiction, beaucoup plus qu'une prospective sur ce qui est le travail des politiciens, enfin la prospective à 2030. La vraie science-fiction, c'est ça en fait, c'est une France décarbonée à l'horizon 2030. Oui, là c'est de la fiction. Oui, oui. Mais parce que je te rappelle qu'on a un président qui aime la bagnole. La bagnole décarbonée. Ah, il a dit j'aime la bagnole.
Fast and Furious, le tuning, j'aime la bagnole. Décarbone la bagnole. Et alors, ça veut dire que 2001 parle plus de 68 que de 2001 et des années futures, que Mad Max parle à la fois des années 80 et des années 2010, et que Matrix parle des années 90-2000. C'est ça l'idée ? Ah oui, complètement. Et ça, je pense qu'on va vraiment le voir. D'ailleurs, Matrix parle d'une époque où être complotiste, c'était cool et être de gauche. Non, ça paraît loin aujourd'hui, hein, mais oui. C'était ça, vraiment. 2001 parle d'une époque où l'avenir était quelque chose de merveilleux, de blanc et où il y avait de la musique classique dans l'espace. Où il y a de la musique classique dans l'espace. Ouais. Aujourd'hui, il y a Elon Musk dans l'espace. Et Mad Max nous renvoie à l'époque des cavernes, en fait. Alors complètement, Mad Max c'est une affiche de western. Là, on traverse le Far West, et c'est en fait le retour à des âges mythiques, mythologiques, et qui est un fantasme permanent de la science-fiction. Star Wars est un film purement mythologique. Star Wars ne nous dit pas grand-chose sur l'avenir, et d'ailleurs, la première phrase de Star Wars, est-ce qu'il y a des fans ici? C'est quoi la toute première phrase de Star Wars? Bah oui, mais il y a non, lui, il n'a pas le droit. Alors, j'ai pas le droit, moi. Oui. Il y a très longtemps. Qui a dit il y a très longtemps? Monsieur, vous deux, gagnez une tablette de chocolat. Voilà. Parce que, quand même, voilà, offerte par Grain de Sale, notre partenaire, chocolat noir, 62% de cacao, à la fleur de sel, fabriqué à Morlaix, en Bretagne. Et attendez, c'est pas tout. Il faut savoir que ce cacao traverse l'océan en bateau et est transformé ensuite en Bretagne. C'est du cacao totalement équitable et durable. Alors, c'est vous, monsieur? Vous avez dit aussi, je vous ai pas entendu, madame. N'essayez pas de tricher. Là, tout d'un coup, il y a plein de gens. Je l'avais dit aussi, moi. Alors, je vais, puisque nous sommes dans un événement solidaire, normalement, ça devrait arriver jusqu'à vous. Normalement, je ne sais pas. Voilà, vous avez 4 personnes entre vous et cette tablette de chocolat. Fred, toi, tu parles de pop culture sur France Inter. Oui. Et donc, évidemment, ça te parle, cette façon de parler du quotidien et peut-être un petit peu de l'avenir quand même, grâce au cinéma. Ah bah en fait, pour moi, les films de science-fiction, les livres, les séries de science-fiction, pour moi, c'est comme des avertissements qui ont jalonné notre histoire de consommateurs de divertissement. C'est-à-dire que pour moi, chaque film qu'on va voir ce soir, c'est un petit peu comme les panneaux attention, baignade dangereuse requin à la Réunion. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément. C'est un coup bas, ça. Non mais voilà, ça veut pas forcément dire que tu vas te faire niaquer. Mais quand même, on te prévient. Et je trouve que ces films-là sont des balises qui sont arrivées à différentes époques pour nous dire, voilà, une des possibilités d'évolution de nos sociétés. Mais comme le dit très justement Frédéric, ça ne fait que parler du présent, de l'époque. Et ce que j'adore avec la science-fiction, c'est que souvent, quand on commence à parler un petit peu justement de réchauffement climatique avec des chercheurs, etc., tu vas toujours avoir un gars sur Internet qui va dire « Ouais, enfin, il n'y a pas toutes les preuves, je doute ». Alors que quand on regarde un film, je ne sais pas pourquoi, ça passe par le truchement de la dramaturgie du film. Là, tout d'un coup, les gens sont convaincus. Quand on regarde un film comme Avatar, les gens vont dire oh, « Mais c'est vrai, en fait, ça m'a mis à l'esprit la beauté de la nature. » Alors que le film est fait avec des images de synthèse pour un budget faramineux. Quand on va regarder un Miyazaki, ça va être pareil. On va être sensibilisé aux promenades en forêt, alors qu'en fait, tout est dessiné à la main. Et le pouvoir de la fiction, c'est des fois de rendre notre réel plus tangible. Aujourd'hui, quand on parle de la situation des femmes en Iran, on va dire « Ah bah tiens, c'est comme dans La Servante écarlate ». Comme si toutes ces fictions, ces dystopies qu'on nous présentait sur petit ou grand écran permettaient de mettre des mots sur des concepts du réel qui nous parlent mais qu'on n'arrive pas à maîtriser. Un film, une série, un livre a tendance à canaliser ça et à donner un nom. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit on est dans une société orwellienne, voilà 1984, Big Brother, etc. Et c'est le pouvoir de la science-fiction, c'est de mettre des noms sur ces mots qui sont en train de ronger lentement nos sociétés. Et c'est ça qui me plaît énormément dans cette pop culture, qui est en fait un nom un peu fourre-tout, parce que finalement, même l'art contemporain est aussi de la pop culture. Tout ce qui est fait aujourd'hui est de la pop culture, c'est de la culture contemporaine.
Merci beaucoup en tout cas les deux Fred, on va se retrouver tout au cours de la soirée. Déjà tout à l'heure, dans un instant, Fred va revenir pour présenter 2001, ce Fred-là. Oui. Et puis toute la nuit, vous avez vu, on a plein de cadeaux avec nos partenaires qui sont Socialter, So Good, il y a Grain de Sale, il y a du café, il y a du chocolat, et on a également des séjours offerts par Adagio, Apart Hotel, on a des abonnements Uzbek Erika, bref, des cadeaux toute la nuit avec des quiz, et peut-être même des blind tests, qui sait. Donc on va s'amuser aussi, on est là pour réveiller vos consciences, mais aussi... Et puis il est réveillé aussi parce que... Oui. Ouais. Qui va rester jusqu'à 6h du matin? Ah, pas mal. Alors déjà, eux, ils ont gagné. Ah bah oui. Voilà. On a pris vos noms, on vérifiera. Par défaut, ils vont gagner. Je peux pas tout de suite donner des chocolats. Hein. Je crois qu'il y en a certains qui ont compris le concept. C'est je lève la main, j'ai du chocolat. Ça marche pas tout le temps comme ça. Mais quand même, je pense qu'il y a suffisamment de chocolat pour tout le monde. Vous êtes vraiment venu en pyjama? C'est vrai? Ah. Levez-vous. Ah. Ah ouais. Ah bah ouais. Alors en même temps, c'est la première fois de ma vie que je vois des gens se faire applaudir parce qu'ils sont en pyjama. Vous avez quand même mis la barre très très bas. Waouh, bravo! Là, forcément, monsieur regrette d'être venu en veste. Hein, je suis désolé. Mais là, forcément, chocolat. Ah bah oui, chocolat, évidemment. Bah oui, voilà. Ah oui, incroyable. Ah oui, vraiment. D'accord, très bien. Donc vous êtes là jusqu'à 6h du matin, c'est ça? Super, très bien. Alors, merci les deux Fred, il faut qu'on avance parce qu'on a un film à diffuser et je pense que si on finit à 10h du matin, il y en a qui vont faire la tête. Seul. Moi je suis bien, hein, j'ai bu à peu près 3 litres de café aujourd'hui, il n'y a pas de problème, hein. Je peux tenir. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans un instant, on va vous expliquer quel était l'état des connaissances de la science en 1968, au moment où 2001, l'Odyssée de l'espace est sorti. Évidemment, ensuite, on verra ce film. Mais pour l'heure, vous le savez, ce festival aime faire la part belle à la musique, à l'art. Et il y a une chanteuse qui s'appelle Shan Potok, que j'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux, car les réseaux sociaux sont merveilleux pour cela. Et elle m'a contacté en me disant « Ce festival a l'air formidable et il correspond à mes valeurs. Et j'ai justement une chanson sur l'eau. » Et l'eau, c'est la thématique quand même de Mad Max Fury Road. Et donc, elle vient nous interpréter sa chanson en direct et en live. Elle s'appelle Shan Potok. Voici Rain. Bonsoir. Alors, je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle Rain. Pour vous raconter un peu l'histoire de cette chanson, j'ai 2 enfants de 5 et 8 ans. Et quand il pleut très très fort, on sort et on danse sous la pluie. Et ça nous apaise vachement. Est-ce qu'il y en a certains qui font ça ici, qui sortent dans la pluie et qui profitent de l'eau? Les Bretons. Ouais. Qui d'autre? J'ai entendu un oui ici, là devant. Et en fait, il y a un côté très apaisant de sentir les gouttes qui nous tombent dessus. Voilà, donc j'en ai écrit une chanson. Rain falls soft and sweet on my skin, crash down to my feet, vanish at the brim.
Rain falling to the ground as I step outside, or rolling off my cheeks as I yell inside. Queen, sweet mother rain on my face, medicate my pain. In your arms I feel safe. Far, 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 I'm healing. Far, 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 I'm enjoying, enjoying, enjoying. Rain falls soft and sweet on my skin, crash down to my feet, vanish at the brim. Rains on to the ground as I step outside, or rolling off my cheeks as I yell inside. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Sébastien de m'avoir invité, le festival, toute l'équipe, et vous, merci beaucoup. Sian Potok avec Rain. Merci beaucoup. Merci Sian. Vous pouvez la suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Elle est sur Instagram. Elle publie beaucoup de nouveautés quotidiennement. Et puis elle prépare un album pour 2024. Et je pense qu'elle va devenir une amie du festival et qu'on la retrouvera dans les prochaines années à nos côtés. Alors, on va parler d'un peu de science, mais vous allez voir, la science c'est magique. Vous savez que cette année, on fête les 100 ans de la découverte d'Andromède. En 1923, on s'est rendu compte qu'il avait une galaxie à côté de la Voie lactée. Et d'un seul coup, à ce moment-là, on s'est dit, tiens, l'univers est plus grand qu'on peut le penser. Et puis récemment, il y a un satellite qui s'appelle Euclide qui va nous permettre de découvrir encore plus sur l'univers. Donc en l'espace de 100 ans, énormément de choses se sont passées. Mais entre-temps, il y a eu des questions. Et quel était l'état de la connaissance de l'univers en 1968 ? Eh bien, Anna Niemiec, qui est astrophysicienne et cosmologiste, va nous donner la réponse. Elle est avec nous. Anna, bonsoir. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va, Anna ? Ça va très bien, merci. Alors, je tiens à le dire quand même, tu es une amie de Pauline Zarouk, oui. Qui est notre marraine scientifique cette année, qui devait être présente avec nous et qui est souffrante. Et donc Anna, au pied levé, est venue nous parler de l'univers parce que c'est quand même son travail. Elle cartographie l'univers. Elle cartographie précisément la matière noire. On ne va pas rentrer dans l'explication de ce qu'est la matière noire, mais en tout cas, il est question de gravitation, d'univers, de plein de choses mystérieuses. Évidemment, elle est capable de nous expliquer quel était l'état de la science et de la connaissance de l'univers et de l'espace en 68. Oui. Oui. Je vais essayer en tout cas, mais... Non, j'ai eu peur. Imaginez qu'elle me dise non, je suis mal. Alors Anna, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Je vais rester là et je te laisse avec la salle. Très bien, donc bonsoir. Avant de commencer, je voudrais quand même rendre encore hommage à Hubert Reeves, que tu as mentionné tout à l'heure, mais c'est un grand cosmologiste et vulgarisateur que j'admire beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré aussi. Donc là, en plus, on parle de 1968. Lui, il a commencé sa carrière de chercheur dans les années 60. Donc en fait, là, de parler de ce qu'on savait à l'époque et de ce qu'on sait maintenant, c'est aussi une manière un peu de rendre hommage à ce qui s'est passé durant sa carrière et ce qui a évolué entre le début de son travail et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on savait en 1968 ? Je vais commencer par le plus proche, si j'arrive à vous montrer des images, mais je ne sais pas si je dois faire quelque chose de plus. Ou... Je pense que ça... Voilà, ça y est. Est-ce que c'est ce que tu... J'ai un peu spolié, du coup. Oui, non, je pense que là, tu n'as pas spolié grand-chose. Hein, à part... si quelqu'un sait ce qu'on a vu avant, il a une tablette de chocolat.
Ouais, c'est ça, oui. C'est vrai, on va y venir. Mais on va commencer quand même par... C'était pas tout à fait ça. On va commencer par la Terre, notre planète. Donc à l'époque, on savait déjà que la Terre est ronde. Donc désolé s'il y a des platistes dans la salle, mais c'est quelque chose qui est quand même connu depuis un moment. Et on savait aussi que la Terre tourne autour du Soleil, donc avec les autres planètes du système solaire. Sauf que, petite différence, à l'époque, on comptait bien encore 9 planètes dans le système solaire, puisque Pluton faisait encore partie de l'équipe, et depuis, elle a été déclassifiée en planète naine. Ensuite, on était aussi plutôt au courant que le Soleil n'est pas vraiment particulier, c'est juste une étoile parmi des centaines de milliards d'autres dans notre galaxie. Donc là, vous voyez une vue d'artiste de la Voie lactée, parce qu'évidemment, on ne peut pas envoyer des sondes en dehors de la Voie lactée pour prendre des photos. Et donc, il faut s'imaginer que le Soleil est juste une étoile, quelque part en périphérie de cette... Excusez-moi, je parle peut-être pas très bien dans le micro, mais je fais... C'est bon, vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez bien? Et donc, le Soleil est quelque part dans un des bras extérieurs de cette Voie lactée. On avait aussi l'intuition, du coup, que notre système solaire n'était probablement pas vraiment particulier, qu'il devait y avoir d'autres planètes autour d'autres étoiles du système, de la galaxie. Mais ça, on n'était pas encore sûr du tout à l'époque. C'était vraiment juste une intuition et il a fallu attendre encore plusieurs décennies pour avoir la confirmation de ces idées qu'on avait à l'époque. Et la première exoplanète, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été découverte? Moi, je ne peux pas donner de chocolat, mais si jamais vous avez des idées, c'est... 95, ouais, non, c'était dans les années 90, 92, 85, 15, bravo. Et donc, c'était le début d'un domaine de recherche qui est encore vraiment florissant. Bon, je ne sais pas si... Voilà, donc ça, c'était les planètes Kepler, effectivement, c'est des exoplanètes. Et donc, c'est un domaine de recherche vraiment florissant aujourd'hui encore, parce que maintenant, on connaît plus de 5000 exoplanètes qui ont été confirmées. Et même récemment, avec le lancement du télescope James Webb, donc je pense que vous avez entendu parler, on arrive un peu à étudier l'atmosphère de certaines de ces exoplanètes, et donc même voir si... elle pourrait peut-être abriter la vie, ou au moins avoir des conditions un peu propices à la vie sur certaines d'entre elles. Mais bon, on n'est pas encore là. Et donc, pour revenir à 1968, bon, ça va finir par arriver, on savait que la galaxie, donc on était dans une galaxie, la Voie lactée, mais on savait aussi que cette galaxie n'était pas un îlot de matière qui serait en fait tout l'univers, et qu'autour, il y aurait seulement un océan de vide. Bon. Je ne sais pas trop où viser en fait, mais c'est... Ah oui, c'est bon. J'essaye un peu partout et ça finit par arriver. Et donc, on était déjà au courant en fait qu'il y a une infinité d'autres galaxies et que la Voie lactée est encore une fois une seule de ces galaxies parmi tant d'autres. Et là, donc, vous avez une image, je triche un peu, c'est une image bien plus récente, donc prise par le télescope spatial Hubble, donc, qui a été lancé dans les années 90. Mais en tout cas, on savait qu'il y avait des galaxies de toute taille, avec des propriétés différentes, des couleurs différentes. Et donc là, vous voyez, il y a un tout petit morceau du ciel, et tout ce que vous voyez, tous ces points sont des galaxies qui se trouvent dedans. Donc vraiment, l'infinité de l'univers. Juste pour qu'on ait une idée de l'échelle, dans chaque galaxie, combien d'étoiles et de planètes? Alors, d'étoiles, des centaines de milliards. Et des planètes, on pense maintenant qu'en moyenne, chaque étoile aurait au moins une planète autour en orbite, mais on n'est pas... Et ça, c'est pour une galaxie? C'est pour une galaxie. Et là, il y en a un nombre, bon, pas infini, mais... Mais très très grand. Et ça, en fait, ce champ de vue, ça représente seulement en taille 1/10 du diamètre apparent de la Lune quand on la voit depuis la Terre, quoi. Donc c'est vraiment un tout petit morceau du ciel. Et donc, en 1968, on connaissait l'existence de ces galaxies. Et on savait aussi qu'elles n'étaient pas statiques, c'est-à-dire elles ne sont pas juste comme ça dans l'univers et voilà, il ne se passe rien, elles ont toujours été là, elles resteront toujours là. Mais on savait que l'univers est en expansion. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces galaxies s'éloignent les unes des autres, et de plus en plus. Il faut s'imaginer vraiment un truc un peu qui gonfle. Et donc ça, c'est quand même très important comme observation, parce que non seulement en soi c'est intéressant, mais ça nous montre aussi que l'univers n'est pas forcément quelque chose d'éternel. Vu qu'il est en évolution, il a pu avoir un début, ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Donc ça a été un vrai retournement de conception de l'univers, en fait, au milieu du XXe siècle, qui nous a montré que l'univers est quelque chose en évolution et pas quelque chose de statique. Tu me dis si je parle trop longtemps, hein, mais... Non, c'est passionnant. Ça va. Il te reste 20 secondes. Okay. Non, je plaisante. je vais passer très vite. Non, t'as encore 5 minutes. Okay. Franchement, prends ton temps. Ça marche. Et donc voilà, l'expansion de l'univers, on était déjà au courant en 68, mais c'est quand même quelque chose qu'on étudie encore. Un autre aspect que j'aimerais aborder, donc ça vraiment en 68, c'était à peine les premières indications de ce mystère aussi, et c'est le mystère de la matière noire en fait. C'est une matière hypothétique,
enfin, on pense que c'est là, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui serait quand même présent en très très grande quantité dans l'univers. Et donc pour se représenter un peu comment en tout cas serait dispersée cette matière noire dans l'univers, on utilise souvent une métaphore donc de regarder une ville ou un pays la nuit, dans l'avion par exemple. Donc c'est ce que vous voyez à droite, je ne sais plus quelle ville c'est, mais une ville en tout cas. Et en fait on peut s'imaginer que toutes les galaxies qu'on voit dans le ciel, donc l'image que je vous ai montrée tout à l'heure par exemple, ça représenterait seulement en fait, la partie visible, les lampadaires, les voitures, tout ce qui émet de la lumière. Et sauf que pour une ville, on sait très bien qu'à côté de ça, il y a toute une structure en dessous, donc tous les bâtiments, toutes les routes, tout ça, qui est complètement invisible si on regarde la nuit. Et en fait, c'est pareil pour l'univers, on a des galaxies, donc ça c'est une simulation, c'est pas une vraie image aussi, des galaxies qui émettent de la lumière, mais elles sont un peu déposées dans cette espèce de trame de matière noire qui serait un peu porteuse de tout ça. Et donc ça vraiment en 68, cette idée avait été à peine mentionnée, et c'est en 78, donc 10 ans après, que c'est devenu un domaine de recherche un peu plus d'actualité, parce qu'il y a eu d'autres observations qui ont vraiment plus montré l'existence de cette matière noire et sa quantité. Donc voilà, pour terminer, enfin pas encore presque terminer, c'est un peu tout ce que... Ouais, ce que je voulais dire, c'est que dans les années 68, en 68, on avait déjà bien posé les bases de la cosmologie moderne. Donc on savait que l'univers est en expansion, on commençait à se douter qu'il y a peut-être de la matière noire, on avait un peu cette vision globale, mais tout ça, en fait, on le savait seulement grâce à des observations très restreintes. On avait vraiment des observations de galaxies relativement proches de la nôtre. Et en fait, dans toute la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, on n'a fait que de développer des instruments de plus en plus forts, de plus en plus puissants, qui nous ont permis de vraiment cartographier, comme disait Sébastien, l'univers jusqu'à des très très grandes distances. Donc c'est un peu ce que vous voyez, ça c'est pour le coup basé sur des observations, c'est une espèce de tranche d'univers. Nous on regarde de là et on voit un peu où sont toutes les galaxies. Et regarder si loin, en fait, ça nous a permis de découvrir un autre mystère, donc un de plus, qui est celui de l'énergie noire. En fait, on a découvert que l'univers est en expansion accélérée, donc tout s'éloigne de plus en plus vite, contrairement à ce que pourrait nous faire croire la gravité. Et voilà, et on ne sait pas ce que c'est l'énergie noire non plus, donc une chose de plus à résoudre. Et donc là, cette fois vraiment pour conclure, je voudrais quand même dire que ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que, comme vous l'avez vu en quelques minutes, il y a encore tellement de questions à répondre. Est-ce qu'il y a d'autres planètes avec des formes de vie potentielles ou d'autres planètes habitables? Quelle est la nature de la matière noire? Quelle est la nature de l'énergie noire? Et donc voilà, il y a encore des années de recherche devant nous. Et donc j'espère voir où on en sera en 2068 pour le coup, donc 100 ans après ce film que vous allez voir ce soir. Merci. Merci beaucoup, merci Anna Niemiec. Et Anna, tu as une chaîne YouTube où tu nous racontes tout ça, entre autres. C'est vrai. Comment s'appelle la chaîne YouTube? Space Apéro. Space Apéro, c'est une belle promesse. Ouais, n'hésitez pas à venir. Plein de promesses en fait dans ce nom-là. Merci beaucoup, merci Anna, merci infiniment. Merci. Frédéric Ducarme va revenir et nous présenter ce chef-d'œuvre, ce film culte. Qui a déjà vu 2001 sur grand écran? Ah quand même, vous faites pas votre âge, hein? Moi, je m'en rappelle l'avoir vu sur VHS. Faut dire, je fais mon âge, moi, du coup. Et je l'ai jamais vu sur grand écran. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film 68, on vient de parler de l'espace, de science. Alors, oui, c'est intéressant parce que c'est un film donc, de science-fiction, je crois qu'on est au courant, qui se passe en 68. Donc, on est un an avant les premiers pas de l'homme sur la Lune, 10 mois avant. Donc, l'idée de marcher sur la Lune est encore la science-fiction. Il y a déjà eu Tintin, mais ça va pas plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, pour le coup, ça c'est une étape qui est une projection dans le futur à l'époque, mais qui est devenue réalité, même un vieux truc pour nous, parce que moi, de mon vivant, il n'y a jamais eu d'homme sur la Lune, en fait. On n'y est pas retourné depuis les années 80. Et donc, on est un peu... voilà, c'est un film qui se projette toujours, vous allez voir, bon, pour ceux qui connaissent, qui est en plusieurs séquences séparées par de longues années, parfois quelques milliers ou millions. Et donc, une partie est du passé, d'ailleurs, vous allez voir qu'au début, c'est vraiment du passé assez ancien même. Et la fin est une projection dans une année, en 2001 théoriquement, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, l'année 2001 pour moi elle n'a pas beaucoup ressemblé à ça, mais bon, peut-être que j'étais au mauvais endroit. Donc cette idée qu'on a aussi un film des années 60, et la fin c'est vraiment une fin typique de film des années 60. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui est aussi, ne nous posez pas de questions après le film sur la compréhension, sur le sens, sur le machin, on ne va pas vous répondre.
Si, un peu quand même, parce qu'il m'a dit j'ai des réponses. C'est pour ça qu'il est là. Il n'est pas venu que pour le chocolat. J'espère que j'en aurai. Peut-être. Si je suis sage. Et donc, voilà, c'est un film qui parle aussi des années 60, qui montre comment, à l'époque, c'est quelque chose qui est encore pas du tout concret, la conquête de l'espace. C'est surtout des Russes en plus qui sont. Les Américains sont à la bourre, hein, c'est que des Russes dans l'espace à cette époque-là. D'où le fait peut-être qu'ils ont des combinaisons rouges. Et donc là, les Américains se projettent dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, au lieu de faire ce qui serait de la prospective futuriste, fait de l'espace quelque chose de poétique. Et c'est ça qui est très bien, c'est qu'il y avait déjà de la science-fiction à l'époque. Alors, souvent un petit budget, souvent un peu nanardeuse. Là, c'est le premier grand film qui essaie de faire quelque chose de beau et de poétique avec la SF. Et c'est pour ça que l'espace, il vous en fait un ballet. Et que c'est pas du tout un film pour scientifiques. C'est un film de pure poésie avant tout, qui utilise en fait la science et l'espace comme objet poétique. L'espace, cet endroit absolument, le vrai monde du silence, hein, c'est pas la mer. Pour être plongeur, je sais que la mer, il y a plein de bruit. Le vrai monde du silence, c'est l'espace. D'ailleurs, les mauvais films de science-fiction font des explosions dans l'espace. Il ne peut pas y avoir de bruit ni de feu dans l'espace. Et là, l'espace, il va le remplir avec de la musique. Il va le remplir avec de la beauté, avec un espèce de ballet des astres. Et c'est ça qui est beau. Et c'est vraiment, voyez-le comme un film de poésie et de beauté qui utilise simplement le prétexte de la science-fiction. Après, si vraiment vous voulez des explications de science-fiction, allez lire le roman d'Arthur Clarke, dont il est inspiré, mais vous serez déçus, parce que c'est juste de la SF. Alors que là, ce que vous allez voir, c'est beaucoup plus que la science-fiction. Merci beaucoup. Merci Frédéric Ducarme. Je crois qu'il est temps d'y aller. Merci. Et évidemment, on va se retrouver après 2001, l'Odyssée de l'espace. On aura là, cette fois-ci, des cadeaux gagnés durement avec des questions qui ont été préparées par Frédéric Sigrist. Et puis on continuera avec les 3 autres films de la nuit, notamment avec Mars Express qui sera en avant-première. Et nous aurons la chance d'avoir le scénariste et le réalisateur avec nous. Et évidemment, il y aura un petit jeu de questions-réponses juste après le film. Je suis désolé, je vais poser une question très très personnelle. Est-ce que ma femme peut me dire où elle est ? Parce que je dois m'asseoir à côté d'elle et je ne la vois pas. Ah, merci. Bon, je suis désolé, hein, mais là, sinon je me serais assis à côté de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, j'aurais fini par lui toucher le genou et ça aurait créé des malentendus. Je vous souhaite un très bon film, un bon 2001. Merci. Vous êtes encore là ? D'accord. Monsieur, ça va ? Vous l'aviez déjà vu ? Sur grand... Non, jamais. Ni. Et alors ? Bien. Ouais. Je peux vous demander votre avis comme. Ouais. Non, c'est intéressant. C'est une expérience. On a envie de partager. On a envie de parler après avoir vu quelque chose comme ça. Alors, première fois. Première fois. Alors, votre sentiment ? Je sais pas. Là, je suis pas au cinéma à Belgance, mais ça me fait penser en version science-fiction à Belgance, quoi. Vraiment d'aller très, quoi, vraiment c'est un dessin animé, quoi, par rapport au cinéma d'aujourd'hui, quoi. C'est les collages et les voilà. C'est une performance, il prend son temps. Voilà pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Je suis très content d'avoir pu vous offrir cette expérience. En fait, moi, je l'avais vu en VHS, j'avais 14 ans. Et donc, on était en 1984. Donc, évidemment, il n'y avait pas de Wikipédia. Et j'étais parti à la librairie juste après pour acheter un livre, c'est un dictionnaire du cinéma, où il y avait une demi-page qui expliquait le film. Donc autant vous dire qu'une demi-page, c'était un peu compliqué pour comprendre. Et là, j'ai compris d'autres trucs. Mais au moment où j'ai cru avoir compris, il m'a de nouveau perdu. Mais bon, je pense que j'en ai compris un peu plus que quand j'avais 14 ans, il y a à peu près 15 ans de ça. Hein, pas plus. Et évidemment. Est-ce que quelqu'un veut partager son expérience, son sentiment, peut-être même ce qu'il a pu comprendre du film, ou alors poser des questions? Je ne sais pas, c'est très participatif, hein, on est là comme ça, on est entre nous. Notre astrophysicienne a courageusement fui. Elle est partie. Elle est partie, non, elle est pas loin. Peut-être des questions, un commentaire, quelque chose? Oui. Alors, attendez, je vous amène le micro. On est entre gens de bonne compagnie, donc... alors, d'autant que... Vous connaissez les premières phrases de Star Wars, vous méritez un micro, il n'y a pas de problème. Hop, je viens vous voir. Tenez. Vous me le rendez. Hein. Tout à fait. Bonjour. Bonsoir plutôt. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez d'un point de vue scientifique de ce film.
Bon, je me doute. Vous voulez pas cette question Moi, je suis biologiste. Hein. Merci. Bon, il y a un peu de biologie là-dedans. C'est l'autre. Ah, il y a de l'évolution. Ouais, c'est un film sur l'évolution. Oui, je pense. Enfin, il y a mille choses à dire. Enfin, ce qui est génial avec ce film, c'est ça, c'est que c'est une bonne œuvre d'art, c'est une machine à générer du sens. Et en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez vraiment une explication, allez lire allez lire le livre d'Arthur Clarke et même la suite. Il y a même une suite. La suite aussi a fait l'objet d'un film qui n'a pas beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Vous n'avez sans doute pas entendu parler. Où là, on vous explique tout. Et c'est vraiment une banale histoire de SF extraterrestres à 2 balles, comme vous en avez vu 1000. Alors que là, le film, ça qui est intéressant, c'est qu'il ne vous propose pas. Et il n'y a pas une explication, il y a 1000 trucs. Je ne sais pas s'il y a des musulmans ce soir ici, mais le monolithe noir, il y a quelque chose d'extrêmement théologique là-dedans. Vous pouvez être complètement athée et y voir au contraire le progrès de l'humanité qui s'invente, se réinvente. On le voit vieillir, il y a le côté peut-être que c'est une humanité plus ou moins futuriste qui a organisé tout ça. Il y a 1000 choses à voir. Et je pense que justement, c'est pas l'aspect scientifique n'est pas forcément le plus intéressant, même si on peut y avoir un côté darwinien. Évidemment, la première séquence, c'est le passage de l'état animal complètement à un état qui n'est plus vraiment animal, quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose de plus. Et donc forcément, le 3e stade, il est au-delà. Enfin, nous, on est un peu au 2e stade. Actuellement, c'est pour ça qu'on ne comprend pas le 3e. C'est fait pour qu'on ne comprenne pas, parce que c'est au-delà de vous, de nous. C'est après 2001. Et nous, on n'est qu'en 2023. Et on y voit bien toutes les références là, là, en le voyant, on voit bien que l'obsession du temps de Christopher Nolan vient de quelque part. Et à la fin, il y a quand même beaucoup d'Interstellar et il y a même du Inception dans ce qu'on a vu et puis surtout, dans les images. En 68, il y a un jeune étudiant en cinéma qui prend des notes et qui un jour écrira Star Wars parce que là, la respiration, toute la concentration sur le... Ça qui est génial, c'est que les films spatiaux avant ça, et même après, mettaient du bruit et des effets. Et là, il y a énormément de séquences de silence qui permettaient d'entendre distinctement les quelques ronfleurs parmi vous. Mais c'est beau parce qu'effectivement, l'espace, c'est du silence, il n'y a pas de bruit dans l'espace. Et du coup, c'est toute la recentration sur des sensations. Et ça qui est très fort dans le film, c'est un film de sensations énormément. Vous avez eu les oreilles cassées par ces bruits stridents. Vous avez eu le vertige quand les caméras se retournent. Quand la scène extraordinaire de l'hôtesse de l'air là, qui fait tout le tour. Et c'est vraiment un film sur les sensations et sur un recentrement sur soi, sur le corps, et les scènes de respiration. Il y a déjà Dark Vador. Il est déjà là, Dark Vador. Dans ces scènes où on entend juste la respiration à travers le détendeur, c'est un détendeur de plongée sous-marine, hein, comme pour Dark Vador d'ailleurs. Et donc là, il y a vraiment... Il faut vous dire qu'il y a tout un cinéma qui naît de ça. Avant ça, vous voyez des films de science-fiction spatiale avant ça, c'est des Star Trek qui se passent dans des couloirs où on va filmer en Arizona avec des arbres en plastique en disant « Hey, on est sur une autre planète » parce qu'on a mis des Asiatiques avec des oreilles pointues. Là, c'est un film, au contraire, qui ne se passe pas sur des planètes, qui vraiment thématise l'espace. Et l'espace dans tout ce que ça a de poétique et tout ce que ça a de créatif en sens cinématographique. Voilà, filmer à l'envers, filmer dans tous les sens, filmer des trucs absurdes. Et c'est un cinéaste qui se fait plaisir. Et qui fait plaisir et qui du coup fait aussi une réflexion sur le cinéma parce que c'est le seul film où le méchant est une caméra. Cet œil qui vous regarde, qui est terrifiant. Et c'est là aussi que, à la fois, la conquête de la Lune, par exemple, c'est vraiment du passé pour nous, moi, c'est même la génération de mes grands-parents, mais il y a aussi là toute la réflexion sur l'intelligence artificielle qui, pour nous, est beaucoup plus d'actualité. Et cet œil-là qu'on voit tout le long, moi, il me fait penser à un autre œil qui vous regarde, vous, tous les jours, et qui est là. Cet autre œil qui est aussi un peu plus intelligent que vous ne savez pas s'il faut lui faire confiance parce qu'il est très pratique, mais en même temps il vous espionne un peu. Et ça c'est extraordinaire parce que ça il n'y a pas pensé Kubrick. Mais c'est pour ça qu'un film, une œuvre, c'est une machine à générer du sens. Là il génère du sens pour nous, même des choses auxquelles lui n'a pas pensé. Et une réflexion sur la création, puisque Jupiter est quand même le dieu romain qui gouverne le ciel et la terre. Donc il y a aussi cette dimension théologique, c'est pas pour rien que le vaisseau va vers Jupiter aussi. On pourra en parler des heures. Où est-ce qu'il est, Sigrist ? Il dort ? Lui aussi, il s'est planqué. Il est où ? Parce qu'on était censé faire des jeux en fait. Tu fais quoi ? J'accueille les... Ah, t'accueilles les réalisateurs et scénaristes de Mars Express, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on fasse des jeux ? Vous avez vu, c'est vraiment comme à la maison. Hein. Alors, juste vous informer, pas vous affirmer, ça ne va rien dire. Oui ? Ah si, là oui, si. C'est après qu'on fait pas.
D'accord, ok. Alors juste vous dire qu'il y a une buvette qui est à disposition quand même dehors si vous le voulez, que Laurent Sarfati et Jérémy Perrin qui sont scénaristes et réalisateurs de Mars Express qu'on va voir dans un instant sont arrivés, que nous avons un jeune homme à moustache, à barbe et à lunettes qui est là, qui s'occupe du World Cleanup Day. Je suis désolé mais je ne me rappelle pas de ton prénom, c'est Tanguy, viens me voir Tanguy. Et tu voulais juste dire quelque chose sur ces petites boîtes que j'ai dans la poche. Ce sont des cendriers de poche. Y a-t-il des fumeurs dans la salle? Non, vous avez le droit. Hein, il y avait les personnes qui fument des cigarettes ou autre chose d'ailleurs. Faites ce que vous voulez. Donc y a-t-il des fumeurs? Ceci, voilà. Eh bien, ce sont des cendriers de poche. Et il faut savoir que un mégot jeté par terre pollue exactement 500 litres d'eau. Donc, plutôt que de jeter votre mégot par terre, vous pouvez les mettre dans ces petits cendriers de poche. Comment fait-on pour récupérer ces petits cendriers de poche? Exactement. En fait, vous allez pouvoir leur donner. Je vais pouvoir leur donner. En fait, ce qui se passe, c'est que même si vous êtes non-fumeur, vous allez tous pouvoir avoir une boîte puisque on vous a ramené 150 boîtes. Donc, bah oui. Il y a la moitié, largement moins de la moitié de la salle. Merci Tanguy, t'en as fait fuir 4, 5. Va falloir que tu arrêtes de parler dans un instant. Ça peut être une boîte à dents aussi, si vous voulez, enfin, pour vos dents de lait, non? Non. 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 Je me suis trompé non, mais non, c'est pas la bonne salle. C'est peut-être dimanche après-midi pour les dents de lait. Très bien. Donc, en tout cas, on va les offrir en même temps. Peut-être qu'on va les offrir. Est-ce qu'on joue un instant avant pas comme ça, on va laisser le temps aux personnes qui sont sorties pour la pause bière ou pipi. Oui, ne développe pas. Vous revenez, madame, ou pas? Oui, vous revenez. Oui, ah bah oui, parce que ça va être sympa après encore. Hein, Alors, moi, je les suis, je vais les chercher tous, quoi, dans la rue. Souviens-toi ce que t'as dit le juge. Oui, tu dois arrêter de suivre les gens comme ça. En fait, j'ai dit le mot magique bière, boum, direct, tout le monde est sorti et je vous comprends. Tout à fait. Mais moi, je vais dire un autre mot magique, c'est chocolat. Et et puis également So Good, Socialter. On a plein de cadeaux là, donc on va peut-être jouer. Alors, on va séparer la salle en deux. Oui. D'accord. Donc toi, tu prends la partie. Je prends cette partie. Voilà. Et moi, je prends déjà cette partie-là. Qui veut jouer? Voilà. Alors, je vais commencer. On va commencer puis je vais monter. Voilà, je vais commencer avec monsieur. Voilà, monsieur ici. Frédéric, toi, tu vas faire l'hôte qui va distribuer les cadeaux. Donc, on va dire qu'on va jouer, par exemple, pour un lot de magazines. Oui, tu le fais bien. Là, tu vois, tu as un lot de 3 magazines So Good. Voilà. Plus une tablette de chocolat. Voilà. Plus 2 bascules de Socialter. Voilà, donc il y en a vraiment de nourriture pour le corps et l'esprit. Voilà, les 2 bascules sont juste derrière toi là-bas. Regarde, tu vois? Voilà, et on va jouer pour ça. Alors je joue avec monsieur. Bonjour monsieur. Levez-vous, je vous en prie, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Franz. Franz va Bonjour jouer Franz. Franz va jouer contre qui? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Anna. Bonsoir. Non mais tu vas pas jouer avec Anne, tu vas pas faire. Elle veut jouer, elle veut gagner du chocolat. Mais moi je. Bon, Anna, logiquement, je connais les gens. On pourra. Non, c'est pas possible. Alors, je me déplace. Mais on peut offrir une tablette de chocolat à Anna, il y a pas de problème. Qui veut jouer? Eh ben voilà, on va. Hop. Alors, donc c'est Frédéric. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Véronique. Bonjour Véronique. Véronique, elle va te déchirer en France. Ok. Alors, bonne ambiance. C'est le premier de vous deux qui répond. Ah oui, c'est un truc de rapidité. Oui, mais il va falloir. Vous inquiétez pas, c'est une question. Je vous donne 3 indices et le premier de vous deux qui répond, avec la bonne réponse bien entendu, gagne. Le premier qui répond avec la bonne réponse. Avec la bonne réponse, d'accord. Oui. Donc c'est pas n'importe quelle réponse. C'est pas n'importe quelle réponse. D'accord, ok, très bien. Vous avez vu, on a vachement répété ce jeu. Hein. Je sens que la nuit va être longue quand même. Écoute, tu sais, il faut lancer le truc et après ils vont comprendre tout seul. Ok, très bien. Alors vas-y. Dans Retour vers le futur 3, comment se nomment les enfants du professeur Brown et de Clara Clayton? Attention, 3 possibilités. Anatole et Capucine, et ils sont scolarisés en école Montessori. Jules et Verne ou Bobby et James? Jules et Verne. Elle a dit 3. Et Franz? Il a dit 2, Jules et Verne. Eh bien, c'est Franz qui a gagné. Eh oui, voilà. Bravo. Un point pour Franz. Mais attention, c'est le premier arrivé à 2. Non, attends. C'est pas une bonne réponse. Le premier arrivé à 2 a gagné. Donc, Véronique, c'est ça? C'est Véronique. Véronique peut encore égaliser. Oui.
Alors, Question suivante. Quentin Tarantino a réalisé un épisode de Star Trek. Vrai ou faux? Vrai. ah oui, non, l'autre, il y va, il est au taquet. Franz, il dit vrai? Franz dit Eh bien, vrai. c'est faux. Ah Alors, il est fan de Star Trek, mais il n'a encore toujours pas réalisé un épisode ou un film de Star Trek. Et c'est d'ailleurs un de ses profonds regrets. C'est Donc, bien vous êtes parce à que égalité. Véronique vient de marquer un point, elle a toujours pas parlé. Hein. Oui, mais J'ai toujours pas entendu sa voix, Véronique. Hein. Et le mari de Véronique râle en plus. oui, on fait comme ça. Est-ce qu'on peut entendre la voix de Véronique, s'il vous plaît? Ah, Parce mais que Véronique, elle dit oui, mais j'avais dit faux, donc j'ai le point. D'accord, très bien. Donc là, un point pour départager Franz et Véronique, c'est ça? Oui. Ok. Alors vas-y. Qui devait initialement réaliser l'adaptation du roman Dune au cinéma? Beaucoup trop facile. Moi aussi. Jodorowsky. Jodorowsky. Ah bah Franz, oui, Jodorowsky, effectivement. Jodorowsky, c'est Franz qui gagne. Bravo, Franz. Donc là, chocolat, Socialter, So Good. Félicitations. C'était des applaudissements assez mollassons. je Oui, dois oui, le et dire. puis en plus, Quand vraiment, même, hein. Quand même. je pense qu'on peut aussi applaudir Véronique. Parce que Oui. là, avec son compagnon, je pense il va y avoir une situation de crise. Est-ce qu'on... Donc, il mérite des applaudissements aussi. Bravo, Véronique. Bravo. Je vous propose de rejouer avec quelqu'un enfin chacun Qui veut de jouer votre côté. Qui veut jouer? Alors, vous voulez? Oui. Allez. Ah bah voilà. Allez. J'arrive après. Et où tu vas, toi? Comment t'appelles-tu? Ok. Alors, Simon. monsieur Barbu avec le catogan, on jouera après. D'accord? Je suis désolé de vous appeler comme ça, mais c'est comme ça que je... Voilà. Vous pouvez m'appeler le monsieur Barbu avec des lunettes carrées. Voilà, par exemple. Oui, pardon, Fred, tu voulais dire un truc peut-être? Je suis avec Simon, moi. D'accord, et moi je suis avec Alma. Alma. Bonjour, Alma. Bonjour Simon. Alors, dans Le Fils de l'homme d'Alfonso Cuarón, les humains n'arrivent plus à se reproduire car le wokisme a rendu cela trop compliqué. Réponse 2, ils sont devenus stériles. Réponse 3, il y a trop de plateformes de streaming pour avoir le temps de baiser. Alma a dit 2. Mais je crois que c'est un peu biaisé parce que, en fait, t'as pas le temps de finir et Simon n'a pas pu répondre. Donc on repose une autre question. Mais D'accord. Simon, je ne l'ai pas entendu non plus. Hein. Ah oui, alors oui, ce qui est évident dans votre tête, moi je l'entends pas. Hein. Simon, c'est un contemplatif. Il faudra Oui. peut-être ajouter 15 secondes pour Simon. Ouais, c'est ça. Alma a répondu, hein, moi je veux dire. Donc là, normalement, on donne un Voilà. point à Alma, c'est ça? Le point est pour Alma. Le point est pour Alma. D'accord. Très bien. Question suivante. Pour égaliser ou pour que Alma reparte avec plein de magazines formidables à lire et du chocolat. Voilà. Le chocolat, c'est pour elle. Les magazines, c'est pour les potes. Voilà. Elle le préfère comment, le chocolat? Parce qu'on a le choix. Ah oui, il y a Olé. Attends, elle n'a pas encore gagné. Donc, oui. Dans Robocop de Paul Verhoeven, Ouais. quel est le nom de l'acteur qui incarne Robocop? Réponse A, Vincent Lindon. Réponse B, Arnold Schwarzenegger. Réponse C, Gérald Darmanin. Réponse D, Peter Weller. Réponse D. La réponse D, Peter Weller. Bonne réponse. Ok. Donc là, un point pour les départages. Enfin, la question. Exactement, la prochaine la question est finale. décisive. D'accord, très bien. Quel est le slogan d'Alien, le 8e passager? Non, ça suffit, Franz. Franz, ça suffit. Non, Franz, tu ne peux pas souffler comme ça à tout le monde, sinon je reprends le chocolat. D'accord? Et on le Donc, donne à Véronique. très bien. Et là, le pote de Alma, il en peut plus, Oui. il a la réponse. Donc, quel est le slogan d'Alien, le 8e passager? Réponse A, dans l'espace, personne ne vous entendra parler. Oui, c'est ça. Réponse B, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Oui, c'est ça. Lui. Ou dans l'espace, personne ne vous entendra parce qu'il n'y a pas d'air. Ah, c'est la 2, c'est la 2. C'est le- Alors c'est ça, quoi, c'était non la réponse scientifique, la troisième. Oui, Ok. mais Simon a bien répondu. Ouais, mais c'est personne elles ne ont- vous ils ont- entendra ils- crier. Ils ont répondu en même temps. Ouais, ils ont répondu en même temps. Ils ont répondu en Non, même je suis temps, il m'en désolé, faut moi, une je l'ai autre pas de question. entendu. Mon Je suis candidat désolé, a gagné. Non, il me faut une autre question. Ils ont répondu en même temps. Il était trop facile. Avec tes questions à D'accord, deux c'est balles. pas grave. c'est- C'est pas allez. grave, j'en ai d'autres. Allez, une dernière. Alors, c'est l'artiste H.R. Geiger qui est à l'origine du look de l'alien.
De quoi s'est-il inspiré pour concevoir la silhouette du monstre? Réponse A. Non, pas Sarkozy. Réponse A, d'un plateau de fruits de mer. Réponse B, de peinture de Jérôme Bosch. Réponse C, de la forme de son pénis. C. C. Alma a dit C, ça l'a inspiré. Ah ben, Alma a gagné son chocolat. Bravo. Et je pense que Simon, il avait la bonne réponse, mais il a été hyper élégant. Ouais. Et comment le chocolat, Alma? D'accord. Alors du coup, tu ne fais pas ton travail, Frédéric Ducarme. Si, mais j'attends de voir quel chocolat elle préfère. C'est Alma, chocolat noir, chocolat à la fleur de sel, chocolat au lait. Là, je bosse chez Graines de Sel maintenant. Il faut juste savoir une chose. Je vais vous présenter Pascal Signolet, qui est le directeur et fondateur du Festival Atmosphère. Alors, tu poseras la question après. Pascal Signolet est un réalisateur de documentaires. Il a fait ses armes aux Enfants du Rock. Et avec les Enfants du Rock, il a fait des documentaires sur Étienne Dao, sur Portishead. Enfin, il a travaillé à Megamix. Il a travaillé dans toutes les plus grandes émissions musicales qu'il y a eu à la télévision. Et parmi ses reportages, eh bien, il a été chez... Comment tu dis le mec qui a fait Alien, là? Cher Geiger. Voilà, il a donc passé une nuit chez lui. Et il en est revenu. Il en est revenu. Voilà, et tu peux juste nous dire le dîner, les salières et les poivriers. Non, ça, il ne faut pas le dire? Ah, tu vas poser la question, d'accord. Il va poser la question. Alors, savez-vous dans quoi Hans Rudi Giger servait le sel et le poivre? Hein? Alors, il y est presque? Presque. Non. Dans des têtes de Givaro réduites. D'accord, ok. Il me fait un peu peur quand il rigole à chaque fois. Voilà, donc quand vous aurez l'occasion de le croiser dans les allées du festival, il pourra vous raconter le dîner qu'il a passé, c'était quand même exceptionnel. Je crois que nous avons un film à projeter et peut-être des invités à recevoir. Je vous rappelle que pour les... Oui, monsieur ? Vous deviez jouer. Est-ce que d'accord. Bon, non, mais il va y avoir une autre. Il y a une autre partie. Non, c'est vrai que les promesses doivent être tenues. On y va. Allez. Alors, moi, je monte par là. Hop. Alors. Et puis après, on va recevoir Jérémy Perrin et Laurent Sarfati qui vont nous parler de. Je suis là. Qui vont nous parler de Mars Express. Hop, pardon. Comment tu t'appelles? Juste passer. Michael. Excusez-moi. Bonjour. Je me mets juste derrière la bande des pyjamas. Attends. Non mais elles sont venues avec des pommes-potes et tout, quoi. C'est le truc, c'est là, tranquille, quoi. Et vous n'allez pas dormir sous les sièges, quand même. Vous n'allez pas dormir tout court, c'est super. Bonjour, comment vous appelez-vous? Noé. Bonjour Noé. Il y a Néo en fin de nuit, et là on a Noé. On a Noé, et moi je suis avec Michael. Tu es? Michael. Enfin, moi, je suis pardon, d'accord, ok, très bien, j'étais perdu. Donc, allez. Dans Star Trek, quel est l'ennemi juré du capitaine Jean-Luc Picard, joué par Patrick Stewart? Il s'appelle Jean-Luc Picard? Oui. C'est une blague? Non. C'est vrai? Non, c'est vrai. Ah ouais. Ok, très bien. Réponse A. Ok, les geeks, on se calme. Réponse A, les Klingons. Réponse B, la calvitie. Réponse C, les Borg. Réponse D, les Romulans. Les Klingons. Il a dit A aussi, Noé. Eh bien, vous avez faux tous les deux, car les ennemis, les Klingons, sont déjà intégrés à la Fédération au moment où le capitaine Jean-Luc Picard est capitaine de l'Enterprise. L'ennemi juré de Patrick Stewart, c'est les Borg. Qui l'ont enlevé et qui l'ont assimilé. Évidemment, elle l'avait dit, pourquoi vous ne l'avez pas écouté? Il faut que tu arrêtes de parler comme ça, j'ai l'impression que c'est Olivier Véran qui est en train de m'engueuler, là, les gens porte-parole du gouvernement, non ça va, d'accord? Alors, question suivante. Dans Gravity, le personnage de George Clooney laisse Sandra Bullock seule dans l'espace, car il est incapable de passer du temps avec une femme qui a plus de 25 ans. Réponse B, c'était le seul moyen de lui sauver la vie. Réponse C, il est censé revenir, il est juste parti chercher des clopes. Réponse D, il n'a jamais existé, c'est une chimère qui existe juste dans la tête de Sandra Bullock. D. Alors, Noé il n'a jamais existé? Ah non, c'est pour la sauver, voilà. Moi, je pense que là, franchement, Michael, c'est pas possible. Tu peux pas passer en revue toutes les questions et attendre qu'ils disent OK. Et Noé, il a répondu? Noé, il a dit B.
Enfin, Ah, il bah a alors. dit qu'en gros, c'était pour la sauver. Bon, Voilà. bah, le point est accordé à Noé. Ah, je suis désolé. Hein, Ouais, je Mickaël, suis là, désolé. là, ça s'est trop vu. Hein. T'as essayé. Hein. Alors, question suivante. Initialement, E.T. devait être un film d'horreur. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ouais, non, mais si vous répondez tous la Mais même vous chose, êtes ex aequo. Ils sont ex aequo. Ils sont ex aequo. C'était effectivement une bonne réponse. Ça devait être un film d'horreur. Et en fait, au bout d'un moment, bah, le film d'horreur, c'est devenu Poltergeist. Et E.T. est devenu un conte qui parlait de l'enfance de Steven Spielberg. Super. Il faut y aller parce qu'on a un film à diffuser. Donc, Oui, bah oui, mais c'est toi qui veux qu'on joue. Bah oui, mais bon. on va Chocolat pas- pour tout le monde? Non, j'en ai pas assez. Alors, question suivante. Bilbo le Hobbit a joué dans un Alien. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Attends, mais... Il a dit vrai, t'as dit faux. C'est bon. Bah oui, mais Noé a gagné parce qu'effectivement, Bilbo a joué dans Alien. il a été joué dans malin. Alien, Bilbo Oui, le Hobbit. Yann Holmes, l'acteur qui joue Bilbo D'accord. dans Le Seigneur des Très Anneaux. bien, ok. Ah bah oui, bah, il y avait un piège. Eh oui, bravo. Il joue dans La Communauté de l'Anneau. Vous pouvez continuer votre Dans le premier discussion, Alien, mais oui. envoyez-vous un SMS si vous voulez. Voilà. Bravo, donc Bon, des chocolats, bravo quand graines même, de sel, Mickaël. Merci à lui. du Socialter et du So Good. Je vous rappelle que Graines de Sale fait venir son cacao en bateau et transforme tout ça en chocolat dans une usine écologique et durable à Morlaix en Bretagne. Je pense T'as que vraiment les gens tout vont- bien appris. Hein. Qu'est-ce que tu dis? T'as vraiment tout bien appris. Hein. Oui, n'est-ce pas? C'est incroyable. On va laisser les gens revenir doucement de la buvette et puis on va annoncer le film suivant. Et oui, et c'est un très très bon film. Oui, c'est un très beau film. On va recevoir Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, qui sont tous les deux scénaristes Bonjour, bienvenue. et réalisateurs de ce film Mars Express. Bonsoir, messieurs. Qui est Laurent, qui est Jérémy? C'est Jérémy le réalisateur. Et c'est Laurent Sarfati. Voilà, le et vous avez scénariste. coécrit le film Voilà. ensemble. Ouais. Super. Merci de nous offrir la possibilité de voir ce film qui sortira dans un peu plus d'un mois, qui a d'ailleurs été en partie post-produit à l'île de la Réunion. Tout à fait, ouais, à Gaoshan. Et ça, c'est une super bonne idée. C'est ce qui donne quand même vraiment de la qualité, une qualité supérieure au film. Ah, mais bien Voilà, sûr. je dis pas ça parce que je suis réunionnais, mais quand même, il y a un truc quand même. Mais blague à part, merci déjà de nous offrir le film pour cette séance et pour cette nuit de la science-fiction. Qu'est-ce qu'on peut dire du film sans le spoiler? Et puis après, ce que je propose, c'est qu'on ait un petit échange avec la salle après le film. Éventuellement, c'est toujours compliqué de parler d'un film avant de Oui, l'avoir mais vu. je pense qu'on peut dire en priorité, c'est qu'il a tout à fait sa place dans la programmation, hein, bien sûr, avec 2001 d'abord. Bon, il est un peu mieux que 2001, évidemment, mais non, mais bien sûr, quand j'ai vu la liste, j'ai fait comme si j'ai pris une poker face en partageant en story l'annonce de la soirée, en disant genre, oui, tout est normal, je suis avec Matrix, Mad Max Fury Road et 2001. Mais en vérité, bon. C'est normal. Oui, oui, tout à fait. Ça s'appelle après, de la c'est moi qui modestie. préjuge. Mais non, mais ça paraît bizarre d'être mélangé à tous ces films. Cela dit, c'est normal aussi. En France, on fait jamais de films de SF ou quasiment pas. Donc c'est aussi un risque quelque part qu'on a pris d'oser tenter ça. Et j'espère qu'on sera à la hauteur de notre ambition. Mais après, c'est vrai que faire des discours d'introduction avant un film qu'on est supposé voir dans les secondes à venir, c'est jamais très intéressant. Enfin, je sais jamais trop quoi raconter, quoi. Mais alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, on a quand même une vraie école de l'animation en France. Vous proposez une esthétique et une approche visuelle différente de cette grande uniformisation. Moi, je suis fan hein, de Pixar et de DreamWorks et de tous ces dessins animés, mais c'est vrai qu'on a tendance à arriver aujourd'hui vers des films qui se ressemblent tous, avec des grands yeux, les mêmes expressions. Vous offrez autre chose, et c'est vrai qu'on a une vraie école par rapport à ça. Et quand vous disiez que on évite la science-fiction en France, j'ai l'impression que justement cette école d'animation est là pour rendre hommage à la science-fiction. C'est peut-être l'endroit où il y a le plus de place et le plus de possibilités. Ben, il se trouve que vous visez juste parce que je pense qu'aux États-Unis et au Japon, il y a vraiment une philosophie de studio et donc d'esthétique et de stylisation par studio. On reconnaît un film Disney parmi 100 et même à travers le temps. Pareil, les films du studio Ghibli sont tous pris dans l'esthétique générale de Miyazaki, quoi. Nous, en France, on n'a pas tellement ça et j'ai l'impression que chaque film est un peu prototype. Et dans ce
contexte-là, évidemment, c'est compliqué. Ça veut dire qu'à chaque fois, on doit réinventer la roue un petit peu, mais en même temps, on peut proposer des nouvelles formes de roues à chaque fois et obtenir donc des films un peu bizarres qui sortent du lot. Alors, dans la douleur, évidemment, mais au moins, c'est vrai que on a cette chance-là, nous, effectivement, de faire ça. Et j'ajouterais que moi, je viens du live. Et donc le live, c'est les gens voilà, vrais, c'est des vrais bonhommes, enfin des vrais les vrais acteurs gens. et tout ça. Et quand j'ai rencontré Jérémy, je me suis dit ah ouais, si un jour je veux faire du fantastique ou de la science-fiction, c'est pas avec le cinéma, avec live que je pourrais faire ça, mais c'est l'animation, la solution en France, évidemment. Et là, du coup, ça vous a donné beaucoup plus de liberté. Total. C'est en gros, alors évidemment, on respecte une structure narrative, il y a des règles, mais après sur l'imagination, c'est open bar en écriture par rapport au live justement. Alors, moi, je dirais que c'est un peu plus ouvert, mais enfin, faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'en animation, il y a des trucs. Enfin, après, il faut quand même dessiner tout ce bordel, quoi. Donc, il y a des trucs où on est là, genre, Laurent, calme-toi avec tes idées, avec trop de personnages à la fois qui font 1000 trucs en même temps dans l'image. Tu veux me tuer. Donc, non, il y a des trucs où on se calme quand même. On a un budget sur ce film qui est quand même loin derrière les superproductions de Pixar ou même des studios Ghibli, justement. Mais voilà, donc on fait avec, mais c'est vrai que on peut quand même aller dans l'espace plus facilement en dessin animé qu'en vue réelle, ça c'est sûr. Et non, j'ai failli dire un truc qui va spoiler, donc non. Pas spoiler, après. Non, on en parle après. Fred, Mais oui, alors toi, t'as vu le film mais moi, aussi, j'ai vu le film déjà, puis surtout, je suis le travail de Jérémy depuis un certain temps, parce que avant Mars Express, il y a Last Man, le préquel de la bande dessinée de Balak, Bastien Vives. Michael Saint-Laville. Voilà, qui a d'ailleurs sorti Banana Fuel aussi, que je vous invite à lire. Est-ce que vous pourrez parler français, s'il vous plaît? C'est une bande dessinée, un manfra, c'est un manga français, voilà, fait par un des créateurs de la semaine. Voilà, ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui ai inventé le nom, c'est pas moi qui fais les règles. Okay. Et toujours est-il que vraiment, déjà, c'était une série de qualité, et d'autant plus que ça prouve quelque chose qui est vraiment prégnant en France, c'est qu'on a des animateurs de talent, mais vraiment incroyable. Là, Balak travaille sur la série animée, la deuxième saison de Invincible pour les États-Unis. Il y a énormément d'animateurs qui vont travailler désormais sur. Il y en a qui travaillent actuellement sur One Piece, d'autres qui vont travailler sur la prochaine série de Dragon Ball. Ils sont tous français, tous formés dans des mêmes écoles. Arcane, ça a été fait en France. Arcane, évidemment, qui prépare la deuxième saison sur Netflix. Et en fait, c'est formidable de pouvoir aujourd'hui avoir cet aboutissement, parce que pendant très longtemps, même les studios Ankama, quand ils sortaient des films, les distributeurs ne savaient pas se positionner, parce que comme il y avait un marché qui était trusté par Disney ou par les dessins animés qui passaient à la télévision, on se disait « Ah ben un dessin animé égale enfant ». Et ces gens-là, c'est pour ça que ça me fait rire de les voir si modestes, se sont battus et ont eu raison pour dire non, c'est pas l'animation est un médium, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'animation sur tous les sujets et on peut faire de l'animation pour adultes, et ils y sont parvenus. Il y a notamment Crisis Young qui peut rejoindre un petit peu l'univers de ah ouais, non, mais je vous ai laissé Mad avec Max, un geek là, hein, que je vous invite aussi à voir, il est sur Netflix, et vraiment je suis ravi de pouvoir présenter avec vous ce film que j'ai vu, que j'ai adoré. Et il faut encourager ce film quand il sera en salle. Allez le voir, ça mérite de risquer. Ça mérite de risquer des punaises de lit. Vraiment, ça mérite. Voilà ce que je dis. Voilà. Quelques piqûres, mais au moins un très bon film d'animation. Ça, c'est un super axe de marketing. Ça, je pense que là, on peut pas trouver mieux. Merci beaucoup d'être là. Je ne sais pas si tout le monde a fini de boire son petit coup et on peut lancer le film. Vous avez fait une petite. Vous avez vu, c'est comme à la maison. Hein, on parle en direct. Vous avez fait sonner la petite sonnette pour prévenir que oui, Marie-Lou, elle fait ça. Monsieur, madame, c'est un peu tard pour la bière, hein, si je puis me permettre. Parce que là, on va lancer le film. Ah bah oui, vous revenez ? Vous revenez, d'accord. Très bien. Et tu vas être gentil, tu vas combler. Non. Là, non, parce qu'après, on a encore d'autres films, évidemment. On fera un vrai entracte entre Mars Express et Mad Max Fury Road. Et avant d'attaquer l'enchaînement Mad Max et Matrix, il y aura encore des jeux. Et d'ailleurs, en fin de nuit, on a une urne. Vous pourrez mettre, pour les irréductibles qui veulent rester jusqu'au bout de la nuit, on a plein de super cadeaux pour un tirage au sort à 6h du matin, puisqu'on a un séjour dans Apart Hotel de Adagio. On a trouvé un prétexte pour vous faire rester jusqu'au bout. Non, attends, j'ai pas fini.
Il y a un abonnement d'1 an à Uzbek Erika. Il y a une visite de l'usine pour 2 personnes, graines de sel, une journée complète pour voir comment ils transformaient le chocolat à Morlaix. Et Maison Lendemaine, que vous voyez là, nous offre des croissants et pain au chocolat et café tout chaud à 6h15, sortis de la boulangerie d'Anières à 6h moins le quart. Voilà. Une demi-heure après, ils sont là, ici, Voilà. pour vous. Voilà. Voilà. Et j'ai pas fini. On est quand même bien en France. Hein. Ah, t'as vu? Voilà, t'as dit pain au chocolat croissant, là, ça y est. Et attends, et il y en a même Il y aura des aussi des véganes chocolatines. dedans. Il y a même des croissants véganes dans ce qu'on va recevoir. Voilà, Ah oui, ça, là, tout d'un coup, c'est descendu. ouais. Ah, waouh, bah, c'est... Ouais, Ok, d'accord. Ouais, on est en France, quand même. Bon. Hein. Est-ce que Jérémy Laurent voulait rajouter quelque chose avant qu'on voit le Bon film, bon film. Bon film. Oui, voilà, bon film. Vous restez avec nous pour un échange avec la salle après? Eh bien, bon film. Bon film. Et à tout de suite. Merci.